semaine après l'arrivée de l'heureux élu, il est temps d'administrer le médicament. Lise a eu l'intelligence de réserver les pâtés pour les jours de traitement. Le chat se montre docile, avalant sa pâtée avec un plaisir évident. Le médicament passe bien 2 fois par jour pendant 2 jours. C'est le 3e jour que les choses se gâtent. Le matou refuse de manger. Lynn sent la culpabilité poindre la truffe. La semaine précédente, quelques jours après l'arrivée du chaton, elle n'avait pu résister. Alors que Lise et elle venaient de s'attabler, le chat s'était assis, droit comme un i, à égale distance des 2 chaises. Pas un son, pas un geste, mais la posture était éloquente. Lynn avait éclaté de rire à découvrir combien l'animal se passait de paroles pour quémander, en toute dignité, sa part du saumon dont le fumet lui titillait les narines. Et elle avait craqué, passant toutefois par Lise pour le lui servir. Le chat était aux anges. C'était visible. Lynn doute, un peu tard, qu'il fût raisonnable de lui servir du poisson frais en guise de festin de bienvenue. Le pacha dédaigne la pâtée. Il attend peut-être le retour du jour du saumon. Lise, soucieuse de soigner correctement son chat, et pensant que l'animal a flairé le médicament, se voit contrainte de le nourrir à la main, bouchée par bouchée. Le lendemain, elle vient trouver sa mère, inquiète. Son bébé refuse de se nourrir, même à la main. Lynn suit sa fille dans sa chambre et découvre le chat a priori simplement étendu sur le lit. Elle demande à Lise de le porter pour l'emmener à la cuisine et voir sa réaction. Il s'allonge sur le parquet et ne bouge plus. Lynn téléphone au refuge pour demander conseil. Comme ce n'est que le 10e jour de la période d'essai, le chat appartient encore à l'association. La dame appelée pose des questions. Le chat a-t-il la goutte au nez? Car le coryza règne en ce moment. Non, Dubaï ne présente aucun des symptômes dont elle parle. Ce chat est malade, dit la femme. Vous devriez le montrer à un vétérinaire. Un samedi? Peut-être est-il grippé et l'on pourrait attendre le lundi, réagit Lynn. La dame insiste. Si j'étais vous, je n'attendrais pas. Lynn appelle la clinique vétérinaire. La secrétaire pose quelques questions et après avoir entendu les réponses, dit qu'il serait effectivement bien de venir montrer le chat au vétérinaire. Le nombre d'urgences est cependant tel que la dame prie Lynn de ne pas se présenter avant 19h30. Une fois dehors, l'air frais, l'animation de la rue et du métro semblent revigorer le chat qui, du coup, semble avoir repris du poil de l'humain. Lise et Lynn respirent. Le vétérinaire va probablement lui donner un traitement, peut-être une piqûre, et tout le monde rentrera ensuite à la maison. Elles sont reçues par un adorable vétérinaire qui examine le chat. « Oh, mais il est pâle, dit-il, retroussant les babines de l'animal. » Alors que Lynn se demande déjà à quoi l'homme a bien pu voir ça, celui-ci explique. « On voit ça aux muqueuses chez le chat. » Il met le stéthoscope aux oreilles, écoute le petit cœur et s'écrie « Oh, mais il a un souffle au cœur !» Il le prend ensuite et le pose par terre pour regarder comment le petit marche. « Et il a la démarche raide, effectivement, dit-il. » Tandis que le vétérinaire s'installe à son bureau pour rédiger les documents, il annonce qu'il va faire une prise de sang au doudou et qu'il le gardera en observation jusque lundi. Lynn l'interroge. Est-il possible que le chat ait attrapé un souffle au cœur en 1 semaine? Comment est-il possible que le refuge ne soit pas au courant? Le médecin répond que ce n'est pas comme chez l'humain. Le souffle au cœur, ajoute-t-il, n'implique pas nécessairement des problèmes cardiaques chez l'animal. Ce qui me préoccupe davantage, ce sont les muqueuses pâles. Lise et Lynn poussent simultanément un soupir de soulagement.
Les deux se sont focalisés sur la première partie de l'énoncé. Pas de problème cardiaque. Lynn signe les papiers, enregistre mentalement le règlement de la clinique. Vous êtes autorisé à prendre des nouvelles du petit patient par téléphone tous les jours à partir de 10 heures et les visites ont lieu de 13 à 20 heures. Mais on demande toutefois de téléphoner au préalable pour le confort des pensionnaires. Lynn et sa fille s'en retournent, un panier vide à la main, mais confiante que la clinique remettra dardard le félin sur pied. Arrivée à la maison, Lynn organise le planning. Comme Lise et sa sœur ont prévu de visiter la Médinasia toute la journée du lendemain, Lynn leur annonce, un vague soupçon de culpabilité dans la voix, qu'elle passera la nuit chez Georges. Les adolescentes, affairées et excitées à l'idée de la journée qu'elles vivront le lendemain, acquiescent d'emblée. Quelques heures plus tard, alors que Lynn attend le sommeil après avoir regardé un film avec son compagnon, son GSM sonne. Surprise de recevoir un appel à 00h30, elle décroche néanmoins. C'est la clinique vétérinaire. Le médecin annonce d'entrée de jeu. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai reçu les premiers résultats de la prise de sang. Ils sont mauvais. Le chat a une anémie sévère. Lynn ne capte aucun des autres paramètres qu'énonce le vétérinaire, mais celui-ci parle suffisamment fort pour que Georges, collé à Lynn, entende la conversation. Le vétérinaire annonce que le chat a fort probablement une péritonite infectieuse féline et qu'il pourra en dire plus une fois qu'il aura l'ensemble des résultats sanguins. L'homme prend congé, disant que Lynn pourra prendre des nouvelles à partir de 10 heures, mais elle ne comprend pas. Pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas opérer le chat en urgence s'il a une péritonite ? Peu importe le coût, il faut sauver ce petit chat. C'est une maladie mortelle, la pif, répond-il. Il n'y a plus rien à faire, je suis désolé. Lynn est sonnée. Georges, qui avait pianoté sur sa tablette pendant la conversation téléphonique, se met à lire à voix haute les explications médicales. La péritonite infectieuse féline est une maladie souvent mortelle qui affecte surtout les jeunes chats de race pure âgés de 6 mois à 2 ans et cohabitant avec plusieurs autres chats. La maladie est causée par un coronavirus qui, à la base, est généralement inoffensif. Chez certains chats, par contre, il subit une mutation spontanée et devient alors fatal. C'était en gros ce que le vétérinaire avait dit effectivement. Un virus dont la plupart des chats sont porteurs sans développer la maladie et qui mute soudainement dans 1 à 5% des cas. Lynn est agacée par l'attitude de son compagnon. Autant elle adore sa voix et comprend à son éloquence évidente qu'il ait pu assurer la voix off de nombreux films et reportages par le passé, autant elle a surtout besoin de soutien émotionnel et de conseils plutôt que d'être abreuvée d'explications médicales et techniques. Le bébé de sa fille est mourant. Doit-elle le lui annoncer à plus d'1 heure du matin ? Que l'on soit averti avant ou après sa sortie au Hazel ne changerait rien, si ? Son compagnon aimait l'idée que Lise souhaiterait peut-être aller dire au revoir à l'animal, lui tenir la patte dans ses derniers instants. Ces paroles ont l'effet d'une injection de désespérance dans le cœur de maman de Lynn. On n'est pas dans un film, c'est bien la dure réalité de la vie. Lynn se sent totalement incapable de voir ce petit ange mourir et d'imaginer la détresse de son enfant qui a hérité de sa mère une sensibilité extrême lui taraude le cœur. Lynn a toujours eu du mal à voir ses enfants souffrir. Sachant par expérience que son compagnon ne supporterait pas qu'elle pleure, elle ravale ses larmes à grand-peine. Pour y parvenir, elle se tourne vers son fidèle compagnon intégré, nettement plus compréhensif que l'ours de Marie qu'elle s'est choisi. Elle voit la compassion dans les yeux du primate qui lui sourit. « Je suis au bord des larmes parce que cette mort me semble injuste. Et puis surtout, j'ai mal pour mon enfant.
Aie confiance en elle. Ce n'est pas ton fardeau. Tu ne peux pas porter toute la souffrance du monde sur tes épaules. C'est vite dit, réplique Lynn Bougon. Fais-lui confiance. Elle saura quoi faire de cette perle plus tard. Ce n'est pas à toi à gérer le collier des autres. Je me demandais pourquoi les gens sourient au moment de mourir. Eh bien, moi, je vais te le dire. S'ils sourient, c'est parce qu'ils sont contents d'en avoir fini avec la vie. Pendant qu'elle monologue intérieurement, Georges a poursuivi sa lecture à voix haute. Lynn lui fait remarquer au bout d'une dizaine de minutes qu'il peut arrêter pour sa part. Il y a un bon moment qu'elle a cessé de l'écouter. Elle attend de moins en moins patiemment qu'il ait fini sa lecture pour parler de la décision à prendre. L'homme, vexé, lui assène. « Moi, j'étais déjà crevé quand ton téléphone a sonné. Et quoi ?» le coupe Lynn qui a entendu l'accent placé sur le déterminant possessif. « Qu'est-ce que j'y peux que mon téléphone ait sonné en pleine nuit ? Comme si c'était de ma faute que ce chat soit tombé malade. Et comme si j'avais demandé au vétérinaire de m'appeler à près d'1 heure du matin. » « Ça y est, ça va encore être de ma faute, » dit Georges. « C'est une idée complètement ridicule de vouloir aller tenir la patte d'un animal dans ses derniers instants. » Ces paroles déclenchent la colère de Lynn. N'est-il pas en train de jouer avec ses sentiments ? « Mais c'est toi qui m'as mis cette idée en tête, pour me sortir une demi-heure après que l'idée est totalement ridicule. » Eh bien, c'est parce que j'ai réfléchi, tu vois, car contrairement à toi, je suis quelqu'un qui réfléchit. Tu aurais du mal à comprendre ça, vu que ce n'est pas ton fort, la réflexion. Ça y est, j'ai de nouveau droit au couplet que je connais par cœur depuis le temps. Je suis une idiote, une écervelée puérile et irresponsable. Elle n'y tient plus. Se sentant désormais incapable de retenir ses larmes, elle sait qu'elle ne peut plus rester dans la même pièce que cet homme qui non seulement oppose une froideur à sa détresse, mais en plus y ajoute une couche de souffrance en lui interdisant d'exprimer ses ressentis. Ça fait un peu beaucoup pour un soir. Elle a cependant la présence d'esprit de se rappeler la fragilité de son compagnon face aux abandons, et prend sur elle pour ne pas rentrer chez elle comme il lui est arrivé de le faire au cours de disputes précédentes. Elle lui demande donc l'autorisation de dormir dans la chambre du deuxième. Elle a beaucoup de mal à s'endormir, visionnant mentalement les 15 jours écoulés. En 2 semaines de temps, elle lui a offert des roses à 2 reprises, lui a donné un shiatsu, lui a massé les jambes qu'il avait douloureuses, lui a apporté tendresse, douceur, écoute, soutien actif et concret. Elle s'est montrée aux petits soins, aimante, prévenante, prompte à tenter de réaliser le moindre de ses rêves, ses désirs, les anticiper. Et à présent qu'elle a besoin d'un soutien purement émotionnel, non seulement elle n'en reçoit pas, mais elle se voit reprocher de ne pas apprécier pleinement la sagesse de son compagnon qui, lui, sait soi-disant mieux qu'elle ce dont elle a réellement besoin, un soutien intellectuel et des explications médicales. Qu'en a-t-elle à cirer des raisons précises ? Tout ce qu'elle s'efforce d'intégrer est le fait que sa fille a patiemment attendu 4 semaines pour avoir son chat, et maintenant qu'elle l'a enfin, il meurt au bout de 10 jours. Elle sait pourtant aussi que sa propre réaction est injuste. « Ça y est, tu comptes encore les petites cuillères », aurait dit Georges, qui déteste cette manie des femmes de tenir les comptes et de les resservir dès que les hommes mettent un pied de travers. Le lendemain au réveil, Lynn annonce à son compagnon qu'elle rentre chez elle parce qu'elle ne se sent pas épaulée par lui dans cette épreuve. Arrivée dans son appartement, elle appelle la clinique. Les nouvelles sont mauvaises. Le vétérinaire lui dit que si sa fille veut encore voir son chat, elle devrait passer à la clinique. Lynn lui demande « Peut-on venir vers 18h30 ? Je pense me souvenir que les heures de visite sont jusqu'à 20h et ma fille est partie pour la journée. Elle ne rentre que vers 18h. » « Oui, assure le vétérinaire, les heures de visite sont effectivement jusqu'à 20h, mais je ne peux pas vous garantir que votre chat soit toujours vivant. » « Oh, mais s'il est mal à ce point,
Je ne tiens absolument pas à ce que vous vous acharniez à le tenir en vie le plus longtemps possible. Je préfère que vous abrégiez ses souffrances. C'est à vous de décider. Écoutez, je vais contacter le refuge car le chat leur appartient encore. Il était chez nous pour une période d'essai de 15 jours. Pas de problème. Lynn décide de commencer par informer Lise. Elle a réfléchi et préfère laisser le choix à sa fille de venir ou non assister au dernier moment de son chat. Pour ne pas la brusquer par téléphone, toutefois, elle appelle son aînée en lui donnant quelques explications et en lui demandant d'annoncer le plus doucement possible la terrible nouvelle à sa sœur et de la rappeler lorsque Lise aura surmonté le choc. L'ado apprend la nouvelle, passe par les mêmes stades que sa mère. Stupeur, incrédulité, désespoir. Lorsqu'elle rappelle sa maman, elle a choisi le déni. Voir Dubaï à l'agonie est au-dessus de ses forces. Elle préfère penser qu'il est reparti au refuge et refuse d'affronter cette réalité inimaginable. Lynn approuve, soulagée. Elle aurait accompagné sa fille dans cette épreuve et l'aurait soutenue comme elle l'aurait pu. Mais elle aurait eu elle-même besoin d'un soutien qui ne serait pas venu de son compagnon. Elle avait beau savoir qu'il avait d'autres et belles qualités, elle se sentait seule. Il est pourtant si doux, intelligent, sensible, cultivé, créatif, passionné, fidèle, généreux, galant, drôle, stable, courageux, posé, contemplatif, amoureux de la nature, énumère-t-elle mentalement. Original aussi, songe-t-elle. Elle aime chez lui qu'il assume sa différence, sa féminité, sa fantaisie dans le choix de cette tenue vestimentaire décalée, et sa capacité à appliquer sa maxime préférée, « never complain », ne jamais se plaindre. Elle passe en revue ses nombreuses qualités pour faire passer le côté colérique et dominant du taureau. Et lent, jamais aucune notion du temps, rajoute la mauvaise langue. Elle se secoue et appelle le refuge. Elle demande à la responsable s'il est d'accord que l'on abrège les souffrances de l'animal. Comme la dame répond par l'affirmative, Lynn demande si l'une des bénévoles aurait le courage d'assister le chat lors de son euthanasie, car ni sa fille ni elle n'en trouveraient la force. Il en est décidé ainsi. Le refuge prend désormais le relais. Lynn est incapable de faire quoi que ce soit. Elle ne peut s'empêcher de ruminer. Que dire à son enfant en deuil? Comment trouver les mots? Comme toujours, le primate a son mot à dire. Les difficultés que tu connais aujourd'hui nourrissent la force dont tu auras besoin demain. Comment peux-tu me dire une chose pareille? Mon cerveau envoie un message à ma bouche, c'est neurologique. Oh, déesse, qu'est-ce que tu m'agaces avec tes répliques de film? Déesse, fait l'anthropoïde, l'air de vouloir terminer sa phrase par un « intéressant ». Déesse, répète Lynn. C'est une expression courante, non, de dire « ma déesse »,« Inch'Allah » ou « my God ». Qui te dit que déesse est un mâle? Si Dieu est amour, douceur, compréhension et empathie, tu ne crois pas que ce serait plutôt une fille? J'en connais une qui est passablement remontée contre son homme. Sais-tu qu'il en existe plusieurs modèles? Ça me semble contradictoire avec ce que tu m'as dit précédemment. Tu disais, c'est parce que je ne sais pas mieux que toi la coupe l'hominidé. Ce n'est pas parce que tu me vois comme avisé, instruit, sage que je le suis. Je n'ai pas la réponse à tout. Personne ne sait tout. Et en même temps, tout le monde sait. Chacun a les réponses en soi. C'est l'un des plus beaux paradoxes de la vie. Moi, en tout cas, je sais une chose, c'est que je ne sais pas. Et si tu priais? Je ne vois vraiment pas ce que Dieu vient faire là-dedans. Quel Dieu ferait ça? Quel Dieu tolérerait ça? Dieu n'est pas dans l'événement,
Dieu est dans la réponse à l'événement, dans l'amour partagé, dans la compassion exprimée. Tu sais quoi, je vais plutôt faire appel à l'équipe. Lynn est tellement remuée qu'elle ne comprend pas que c'est précisément ce que son singe s'évertue à lui recommander. Elle écrit un mail à son père, ses frères et sœurs, et aux proches de sa fille, leur demandant de l'aider à consoler Lise. Lorsque celle-ci rentre de sa sortie avec sa sœur et ses copines, elle se réfugie dans les bras de Lynn qui, désarçonnée par le silence de sa fille, pas un mot, pas un cri, pas une larme, se met à parler volubile. Ce chaton est mort en liberté grâce à toi et a reçu plein d'amour et de câlins avant de mourir. Il est mort en se sentant aimé. Souviens-toi comme il ronronnait du matin au soir, tellement il était heureux de te servir de doudou. Tu lui as donné un merveilleux cadeau, même si tu ne peux pas le voir sous cet angle pour l'instant. Devant le mutisme persistant de Lise, elle finit par se taire et se contente de bercer son enfant. Le soir, en se couchant, elle a du mal à garder le moral. Elle voudrait tellement revenir en arrière. On ne revient jamais en arrière, résonne la voix grave de son homme qu'elle chasse dardard hors de son cœur. Si seulement elle pouvait rembobiner le déroulement de ce film improbable. Elle souhaiterait tant annuler la souffrance de son enfant, ou au moins en comprendre le sens. L'image du primate s'impose à elle. Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout s'il n'y est pas. Ah, bravo le singe, c'est bien le moment de me sortir un proverbe. Lynn fond une nouvelle fois en larmes. Lorsqu'elle s'est calmée, elle tente de comprendre le proverbe chinois. Elle veut l'impossible, tout simplement. Elle tente d'assimiler. Il faudrait ne pas vouloir. Oui, cesser de vouloir. Juste accepter ce que la vie nous donne. Accueillir chaque invité de la maison d'hôte, comme dit Rumi. Oui, mais la mère vie n'est pas vraiment... Quoi, s'interrompt-elle, car Mento a relevé les arcades sans sourcil. Elle poursuit, pensant devoir préciser « La mère vit quand la vie est ta mère, si tu préfères. » Tu sais bien que de temps en temps, j'inverse les mots juste pour rigoler. Comme il faut raison garder. Excellent. Donc je dis « La mère vit, ça te passe l'envie de croire quand elle te reprend ce... » Quoi? Mais pourquoi mélanges-tu ce regard moqueur? Tu me trouves trop négative, c'est ça? Je ne me moque pas, je m'amuse follement. Tu es tellement dans l'autodénigrement que tu ne t'entends pas. Non, tu n'es pas que négative, tu es aussi positive, comme tout le monde. Tout est dans tout. Et tu es positive. Tu as compris l'essentiel, mais tu ne veux pas y croire. C'est au tour de Lynn de froncer les sourcils. L'hominidé explique. La mère vit, quand la vie est ta mère, rien ne peut plus aller mal. Eh bien, moi je dis, la mère vie, ce n'est pas la panacée. La mère vie, c'est le baume au cœur, tu veux dire. Saint-Exupéry avait compris. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Tu as découvert ce qu'ont tous les hommes en commun, ce que l'humanité entière a en commun. Pourquoi est-ce si difficile d'ouvrir les yeux complètement? Comment ne pas voir que nous avons un autre point en commun, la paix et la joie lorsque le mental cesse de prendre toute la place, le silence, véritable grâce de la pleine conscience, cette harmonie, cette communion parfaite avec la vie, avec tout, vous la partagez avec nous, les animaux. Cesse de te cacher, sors de ta boîte et passe le message à ton voisin. Chacun de vous peut retrouver ce don reçu à la naissance, cette oreille absolue, ce capteur. C'est à la portée de tous de regarder l'autre en se concentrant sur son âme. C'est à la portée de tous de cesser de suivre le rythme effréné du monde. Il suffit de dire d'eux, tu as oublié?
Lynn hésite un court instant puis éclate de rire au souvenir qu'évoque l'hominidé. Nous disions deux, c'est vrai, l'index et le majeur en V, pour quémander un répit quand nous arrivions à bout de souffle, à force de jouer à tout souche plus haut, se souvient-elle. Quand on parvenait à jouer, elle se revoit dans la cour de récréation. Les enfants en faisaient le tour, les bras passés sur les épaules de deux autres camarades, les deux copains du bout, tendant leurs bras dans le vide en guise d'invitation aux autres, tandis qu'ils chantaient à tue-tête. Qui veut jouer à la marelle? Qui veut jouer à la marelle? Qui veut jouer à la marelle? Petit à petit, d'autres enfants rejoignaient la ribambelle, et quand ils estimaient que l'équipe était enfin au complet, la cloche sonnait la fin de la récré. Elle reprend la conversation simienne. Il suffirait de dire deux. Stop. Tout va trop vite. Je ne suis plus. Je ne sais même plus pourquoi je cours avec les autres. Arrêtez le monde, je veux descendre, disait mon petit frère Mishka. Tu as compris. Et maintenant, oust. Sors de ta trousse. Eh oh, tu veux dire sors de ton cocon, sans doute. Déglingué ou pas, je ne suis pas prête à quitter ce corps. Oh quoi? Tu veux dire qu'on va me retirer du jeu? S'enquiert Lynn, une giclée d'angoisse perçant dans la voix, au souvenir des paroles de Georges qui disait qu'il n'est pas rare que les personnes en fin de vie acquièrent une certaine sagesse. Allô Thierry? Lynn est émerveillée de la résilience de sa fille. De temps en temps, elle a le regard abattu, se tourne vers sa mère pour un câlin et dit « I feel empty ». Je me sens vide. Quelques jours après le décès de son bébé, elle a formulé la demande à sa mère de pouvoir parler anglais avec elle pour qu'elle puisse s'exercer. Lynn a accepté avec empressement, heureuse d'une part de découvrir les ressources de l'adolescente. Qu'y a-t-il de mieux qu'une occupation saine pour dévier l'esprit de son chagrin et de rafraîchir ses propres connaissances d'autre part. Depuis, elle converse la plupart du temps en anglais. Pour l'heure, Lise esquisse des bonds de bébé kangourou. I'm happy, I'm so happy. Oh, mommy, thank you so much. My pleasure. I like it when I can keep you happy. Donc je suis heureuse, je suis tellement heureuse. Oh maman, merci beaucoup. Avec plaisir. J'aime te rendre heureuse. Alors qu'elle déteste cela, Lynn a accepté d'accompagner Lise faire les magasins pour se trouver de nouveaux vêtements. D'habitude, c'est sa fille aînée, qui adore les virées shopping, qui se charge de la corvée. Lise s'est trouvé 2 jeans et 2 t-shirts. Elle ne cesse d'exprimer sa reconnaissance. Mais c'est normal, ma louloute, répond sa maman. Je veux dire merci de ne pas m'obliger à choisir entre les deux. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, il m'est déjà arrivé de m'acheter 2 paires de chaussures dans le même magasin, si pour une fois j'en trouve à mon goût. La veille et l'avant-veille, Lise lui avait déjà confié « I feel sad, I feel empty ». Je me sens triste, je me sens vide. Lynn en profite pour lui montrer à quel point l'être humain est complexe et complet. On peut à la fois ressentir de la tristesse et de la joie. Ce n'est pas incompatible. C'est ça la vie, lui dit-elle. La peur, la colère, la joie, l'amour, la tristesse. Il n'est pas nécessaire de fuir nos émotions, car ressentir des émotions, c'est se sentir vivant. Sur le chemin du retour, Lynn se tourne soudain vers sa fille, qui n'a pas l'air d'avoir vu l'homme qu'elle venait de croiser lui sourire. « Tu as raté un sourire. »« Maman, il a quel âge, 30 ans ?»« Ah, donc tu l'as vu ?» réplique Lynn, perplexe. « Maman, cet homme a 30 ans. » Et alors, il ne m'avait pas l'air grossier ni vulgaire, d'autant plus qu'il voyait bien que je t'accompagnais. C'était juste un sourire de l'univers, un sourire de la vie. Moi, j'essaye d'attraper tous les sourires. Et je les donne au suivant. Toutes deux replongent dans leurs propres réflexions et restent silencieuses jusqu'à leur retour. Lynn cogite et repasse en boucle sa dernière dispute avec Georges, qu'il a une nouvelle fois accablé de reproches au téléphone.
Ils ne se sont plus vus depuis le fameux appel nocturne du vétérinaire. Lynn se sent incomprise, rejetée, abandonnée. À peine rentrée, Lise se précipite dans sa chambre pour y déposer ses affaires et enfiler une première tenue. Depuis des années, Lynn et ses filles ont pris l'habitude d'organiser un mini défilé de mode à l'intention de la petite famille dès que l'une ou l'autre achète de nouveaux vêtements. L'occasion de prendre des photos et apprécier pleinement les coupes des vêtements soigneusement choisis et les silhouettes ainsi mises en valeur. Alors que Lise, venue montrer sa seconde tenue, achève son défilé, elle s'écrie soudain « Oh, by the way, tomorrow ». Elle n'a pas le loisir de finir sa phrase parce que Lynn s'est mise à chanter. L'adolescente avait vite découvert l'inconvénient de parler anglais avec sa mère. Dès que la jeune fille entamait une phrase par un adverbe, Lynn se mettait à chanter à tue-tête la chanson correspondante. À peine Lise avait-elle dit « tomorrow » que Lynn l'avait coupée imitant Annie. « Tomorrow, tomorrow, ti-di-di ». De même, lorsque Lise prononçait l'adverbe « suddenly », Lynn complétait la chanson « pom pom, I'm not half the man I used to be ». « Maman », se plaignait l'adolescente avant de reprendre la phrase qu'elle souhaitait finir. Après s'être exprimée, Lise est sur le point de retourner dans sa chambre pour se changer et réintégrer les vêtements qu'elle avait enfilés le matin. Sa mère lui propose de revenir ensuite boire une tisane. Alors qu'elles sont attablées, l'adolescente sort tout à coup. « It's so difficult, you see. We can't be somebody if we don't know who we are. » C'est tellement difficile. Tu sais, nous ne pouvons être personne si nous ne savons pas qui nous sommes. Aline est tellement soufflée qu'elle en repasse à sa langue maternelle. Waouh, quelle sagesse dans cette petite tête. Que te répondre? C'est à 40 ans qu'on devient ce que l'on est, dit l'adage. Après quelques secondes de silence, chacune étant plongée dans ses pensées, Aline repasse à l'anglais. I had a dream last night. J'ai fait un rêve la nuit passée. I had a dream, se met à chanter Lise. Lynn éclate de rire et lui répond You do like your mum. Donc tu fais comme ta mère. Yes, dit-elle dans un large sourire. So I can see what it is like when somebody interrupts you, dit-elle, ajoutant You're right, it's not funny. Pour que je puisse voir ce que ça fait quand quelqu'un t'interrompt, dit-elle, ajoutant Tu as raison, ce n'est pas drôle. Qui t'a donné une mère pareille, conclut-elle en riant, revenant sur une private joke. Elle se souvient de la première fois que sa Lise avait fait semblant de se plaindre. Elles marchaient toutes les deux dans un centre commercial et le cœur de Lynn débordait tellement de joie qu'elle chantait. Lise, qui ne demandait qu'une chose, pouvoir se fondre dans la masse, avait dit « Pourquoi c'est la mienne ?» levant les yeux au ciel. Lynn s'était arrêtée, cherchant à mettre un sens sur les sons qu'elle avait entendus. « Pourquoi c'est la mer ? Pourquoi c'est la mer ? » « Hein ? Qu'est-ce que tu as dit ?» avait-elle apostrophé son ado. « J'ai dit, pourquoi c'est la mienne ?» Lise tire sa mère de ses pensées. « C'était quoi ton rêve alors ?» J'ai rêvé que j'étais devant un port auquel 3 somptueux yachts étaient amarrés. L'un d'eux était entièrement recouvert d'or. Soudain, le propriétaire les a torpillés et je regardais ces bateaux couler. Je me suis demandé pourquoi les détruire. Pourquoi ne pas partager cette richesse plutôt que de l'anéantir? Je me suis alors approché de l'eau et j'ai vu l'or se détacher en une myriade de gouttelettes dorées. J'ai compris que l'or n'avait aucune valeur, que c'était un juste retour à sa propriétaire, la terre. Puis, comme tu sais comme on peut changer radicalement de vision dans un rêve, je me suis retrouvée dans une maison qui me servait de logement. J'ai ouvert la porte d'entrée
et j'ai découvert émerveillé une volée d'hirondelles qui s'activaient autour de leur nid. Et tout à coup, un autre oiseau, plus gros et plus fluffy, a volé vers moi de je ne sais où et s'est lové au creux de mon cou, tandis que je ramenais doucement le menton vers l'épaule pour lui donner le câlin qu'il était venu chercher. Wow, it's a beautiful dream. Yes, it was. Such a sweet feeling. Hésite Lado. Comment on dit, je me demande en anglais. Lynn émet un rire joyeux. Pourquoi tu ris? Parce que tout ça me rend heureuse. Quel apprentissage. Tu peux m'expliquer? I wonder. Pour dire je me demande, on dit I wonder. Oui. Mais Wonderland, ce n'est pas le pays des merveilles? Si, justement. Wonder veut aussi dire miracle. Et savais-tu qu'autrefois, miracle était synonyme de miroir? Un peu comme si, peu importe où se pose ton regard, tout, absolument tout de ce que tu vois, que ce soit un objet, une plante, un être humain, un animal, tout est un miracle. Et tout est déjà sous nos yeux, il suffit de les ouvrir. Oui, oui, maman, fait-elle en lui tapotant l'épaule, l'air de dire « ça va aller ».